Mon beau-père m'a poussé à la table de Noël, cette place appartient à ma vraie fille. Dehors. Je suis tombé par terre devant toute la famille. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit-là même, je changerais sa vie pour toujours. Quand il s'est réveillé le lendemain matin. 69 appels manqués. Je m'appelle Cléo Marche. J'ai 35 ans. Et à Noël dernier, mon beau-père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit de sortir de ma propre maison. Ce n'était pas un cri dramatique. Pas au début. C'était un ordre calme et froid, comme s'il disait à un chien d'arrêter de mendier à table. Il a pointé la chaise de salle à manger que je venais de tirer pour moi, celle que j'avais achetée dans la maison dont j'étais propriétaire, et il a dit, cette place appartient à ma vraie fille. Dehors. La pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le crépitement du feu de cheminée et les battements frénétiques de mon propre cœur. Je me souviens de la chaleur qui me montait aux joues, du picotement derrière mes yeux, et du poids du regard de chaque membre de la famille. Les yeux de ma mère étaient grands ouverts, mais ses lèvres étaient pincées, scellées. Ma demi-sœur, Bianca, a juste eu un sourire narquois et a ajusté le collier coûteux que mon beau-père lui avait offert ce matin-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, figé, jusqu'à ce que sa main jaillisse et me donne une forte poussée sur l'épaule. Ce n'était pas une bousculade violente, mais c'était suffisant. Mon talon s'est pris dans le tapis et je suis tombé. J'ai atterri sur le parquet avec un bruit sourd qui a résonné dans le silence. Juste là, au bout de la table pour laquelle j'avais passé 6 mois à économiser. C'est à ce moment-là que le dernier fil d'espoir que j'avais pour cet homme, pour cette version de ma famille, s'est rompu. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait alors qu'il me regardait me relever péniblement et sortir de ma propre salle à manger, c'est que je me préparais à ce moment depuis des années. Sa vraie fille pouvait avoir la place. J'étais sur le point de prendre tout le reste. Laissez-moi revenir en arrière avant de vous emmener dans cette nuit de Noël et les 69 appels manqués qui ont tout changé. Vous devez comprendre l'érosion silencieuse qui a mené à l'éboulement. Mon père biologique est mort quand j'avais 7 ans. Un accident de voiture, soudain, comme une lumière qu'on éteint. Ma mère, Linda, a été perdue dans son chagrin pendant longtemps. Puis elle a rencontré Richard. Richard était un charmeur, un vendeur au sourire enjôleur et aux histoires qui vous donnaient l'impression d'être la personne la plus importante dans la pièce. Il est arrivé, a rempli le silence de bruit et de promesses, et a épousé ma mère 2 ans plus tard. Quand j'avais 10 ans, ils ont eu Bianca. C'est là que je suis devenu Cléo d'avant, le bouche-trou, l'enfant d'entraînement. L'affection de Richard était une monnaie, et il la dépensait exclusivement pour Bianca. Elle était sa vraie fille, son sang, son héritage. J'étais le rappel d'un autre homme, un fantôme dans sa nouvelle photo de famille parfaite. Les différences n'étaient jamais des choses énormes et explosives. C'étaient de minuscules vexations, comme des coupures de papier, qui ont saigné pendant des décennies. Bianca a eu une voiture neuve à 16 ans. J'ai eu un abonnement de bus et un sermon sur la responsabilité. Les études universitaires de Bianca ont été entièrement payées. J'ai travaillé 3 emplois et j'ai obtenu mon diplôme avec des prêts étudiants qui m'empêchent encore de dormir la nuit. Les échecs de Bianca étaient de charmantes bizarreries. Mes succès étaient des coups de chance. Mais la maison était ma ligne rouge. Après des années à gratter les fonds de tiroir et à économiser, à me priver de vacances et de nouveaux vêtements, j'ai acheté une petite maison d'artisan de 2 chambres à rénover en périphérie de la ville. Elle était à moi. Mon nom était sur l'acte de propriété. L'investissement de ma sueur était dans chaque mur peint et chaque plancher poncé. C'était mon sanctuaire, ma preuve que je pouvais construire quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Puis, il y a 6 mois, ma mère a appelé. L'entreprise de Richard avait des difficultés. Ils allaient perdre leur location. Juste pour un petit moment, a-t-elle plaidé, pourrait-il rester avec moi, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Le vieux scénario s'est joué dans ma tête. La famille est de la famille. Sois la plus intelligente. Ne cause pas de drame. Alors, j'ai dit oui. C'était une erreur que j'ai ressentie chaque jour. Richard traitait ma maison comme un hôtel déclassé, se plaignant de la taille, du quartier, de l'absence de broyeur à déchets. Bianca, qui était entre 2 emplois et 2 appartements, allait et venait, laissant une traînée de produits de soins de la peau coûteux dans ma salle de bain et des commentaires passifs-agressifs sur ma décoration. Ma mère s'est juste accommodée. Elle était la gardienne de la paix, ce qui dans notre famille a toujours signifié me demander de plier.
J'ai commencé à me sentir comme un fantôme dans ma propre maison. Un fantôme qui payait le logement, invisible. La tension montait comme la pression avant un orage. Tout a atteint son paroxysme à cause d'une chose apparemment insignifiante. Le plan de table de Noël. J'avais passé des jours à préparer. Je voulais que ce soit agréable, un nouveau départ. J'avais même acheté une belle nouvelle chaise pour le bout de la table, un symbole de mon rôle d'hôtesse, de mon domaine. Quand je suis entré dans la salle à manger le soir de Noël après avoir vérifié la dinde, j'ai vu Bianca assise nonchalamment dans cette nouvelle chaise, riant avec Richard. Ma chaise à ma table. Oh, celle-ci est tellement plus confortable que les autres, a-t-elle dit, sans même me regarder. J'ai pris une profonde inspiration. Bianca, c'est en fait la chaise de l'hôte. J'allais m'asseoir là. Richard a levé les yeux, son sourire s'effaçant. Ne sois pas mesquine, Cléo. C'est Noël. Laisse ta sœur avoir la place confortable. Et c'est là que j'ai agi. Je me suis approché, j'ai posé ma main sur le dossier de la chaise et j'ai dit fermement mais calmement, Bianca, s'il te plaît, bouge. C'est à ce moment-là qu'il l'a dit. C'est à ce moment-là qu'il m'a poussé. En sortant de la salle à manger, passant devant les visages stupéfaits de mes tantes et oncles, je ne suis pas allé dans ma chambre. Je suis allé directement à mon bureau, la seule pièce que je gardais fermée à clé. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle, et j'ai pris la plus profonde inspiration de ma vie. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. La préparation était terminée. L'attente était finie. Il était temps de montrer à Richard ce qui se passait quand on poussait la mauvaise personne hors de sa propre place. La serrure a cliqué derrière moi et le monde s'est réduit à la lueur de l'écran de mon ordinateur portable. De l'autre côté de la porte, je pouvais entendre les sons étouffés de Noël qui continuaient. Des rires forcés, le cliquetis des couverts, la voix nerveuse de ma mère essayant d'arranger les choses. Il pensait que j'étais en train de pleurer. Il pensait que je pensais mes blessures. Il n'avait aucune idée que j'étais dans la seule pièce où il n'avait jamais été autorisé à entrer, ouvrant des dossiers que je compilais depuis 2 ans. Je l'appelais le registre, pas un journal intime de sentiments, mais une comptabilité froide et dure. Cela a commencé subtilement après que ma mère a mentionné pour la première fois leurs problèmes financiers. Un pressentiment m'a dit de ne pas simplement donner de l'argent. Alors, à la place, j'ai commencé à prêter attention. Quand Richard m'a demandé de co-signer un petit prêt d'équipement pour son projet d'entreprise, infaillible, j'ai dit que je le ferais examiner par mon comptable d'abord. Il a immédiatement reculé, ce qui a été mon premier signal d'alarme. J'ai commencé à prendre des notes. Le registre avait des sections, dossiers financiers, registre de propriété, communication. Chacune était remplie de documents, de captures d'écran, de reçus et de transcriptions de conversations que j'avais secrètement enregistrées sur mon téléphone après que les choses ont commencé à sembler exploitantes. Les dossiers financiers étaient les plus accablants. Au cours des 6 derniers mois où ils avaient vécu avec moi, j'ai découvert la vérité. L'entreprise de Richard n'était pas seulement en difficulté. C'était une coquille vide. Il utilisait de nouvelles lignes de crédit pour rembourser les anciennes depuis des années. Il avait pris une deuxième hypothèque sur leur dernière maison de location avant de la perdre. Et cet argent n'était pas retourné dans l'entreprise. J'avais des relevés bancaires, des copies qu'il avait bêtement laissées sur mon imprimante, montrant des transferts vers des sites de jeux en ligne et des achats chez des détaillants de luxe pour hommes. L'homme d'affaires en difficulté finançait une vie secrète. Puis il y avait les registres de propriété. Ma maison était nette. Mon acte de propriété était clair, mais j'avais fait une recherche de titres sur leur dernière adresse. La saisie était réelle, mais elle avait été précédée de mois de paiement manqués. Et la deuxième hypothèque que j'ai trouvée provenait d'un prêteur privé avec des conditions brutales. Richard mentait à ma mère sur la gravité de la situation depuis longtemps. Le dossier des communications était le plus difficile à examiner. Des textos de ma mère, Cléo, tu sais à quel point Richard est fier. Ne mentionne pas l'argent que je t'ai demandé. Des messages vocaux de Richard lui-même, ta mère est morte d'inquiétude et c'est ta négativité qui la stresse. Peut-être que si tu contribuais davantage à ce foyer, nous serions tous plus heureux. Il m'avait manipulé, utilisant mon amour pour ma mère comme une arme pour me faire subventionner leur déni. Mais le fichier le plus important du registre était simple. Une copie numérique du contrat de location que je leur avais fait signer à leur arrivée. Mon amie Léa, une parajuriste, m'avait aidé à le rédiger. C'était un contrat au mois avec des conditions claires.
Il payait un loyer symbolique bien en dessous de la valeur du marché, couvrait 30% des charges et acceptait les règles de la maison. Plus important encore, il y avait une clause sur la perturbation de la paix et l'environnement hostile, qui permettait une procédure d'expulsion immédiate si la situation de vie devenait intenable pour le propriétaire. Pousser le propriétaire par terre lors d'une réunion de famille comptait probablement. Mes mains étaient stables alors que j'ouvrais mon email. La tempête émotionnelle était passée, remplacée par un calme glacial. J'ai joint 3 fichiers, le contrat de location, la clause d'expulsion surlignée, et un avis d'expulsion formel rédigé par un avocat pour motif valable. J'ai écrit un email court et précis à ma mère et à Richard en pièces jointes. Veuillez trouver un avis formel conformément au contrat de location signé le 1er juillet. En raison des actions hostiles et physiquement agressives à mon égard, la propriétaire, ce soir, vous êtes par la présente tenue de quitter les lieux dans les 72 heures. Le non-respect de cette consigne entraînera une action en justice immédiate. Toute communication ultérieure doit passer par mon avocat dont les coordonnées sont ci-dessous. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas expliqué. J'ai énoncé des faits. J'ai mis Léa en copie de l'email. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Le son de son envoi était plus satisfaisant que n'importe quel chant de Noël. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire. Pendant des mois, j'avais discrètement transféré de l'argent sur un nouveau compte séparé dont ils ignoraient tout. J'y ai transféré le reste de mes économies. Puis j'ai annulé le paiement automatique que j'avais mis en place pour les charges communes. Je me suis connecté au système de sécurité de la maison, celui que j'avais installé moi-même et que Richard qualifiait de paranoïaque, et j'ai changé tous les codes. J'ai verrouillé à distance le pen dormant numérique de la porte d'entrée. Enfin, j'ai ouvert l'application d'enregistrement audio sur mon téléphone. J'avais commencé à enregistrer en entrant dans la salle à manger. J'ai réécouté la dernière minute. Le bruit de la vaisselle. Ma demande à Bianca. La voix de Richard, froide et claire, cette place appartient à ma vraie fille. Dehors. Le bruit sourd de ma chute. Les halètements. J'ai sauvegardé le fichier, l'ai étiqueté clairement, et l'ai envoyé par email à moi-même et à Léa. L'instrumentalisation de ma propre humiliation était complète. On a frappé doucement à la porte. Cléo. Chérie. C'était ma mère. Sa voix tremblait. On peut parler, s'il te plaît? Richard, il est désolé. Il ne voulait pas te pousser. Il était juste stressé par tout. Sors. Prenons le dessert. Je n'ai pas répondu. Je l'ai écouté rester là, attendant que l'ancienne Cléo craque, qu'elle ouvre la porte et fasse la paix pour qu'il puisse se sentir mieux. Je l'ai écouté soupirer et s'éloigner. J'ai regardé l'heure. Il n'était que 21 heures. La nuit était jeune, et j'avais encore une chose à faire, la chose qui transformerait mon mouvement défensif en un mouvement offensif. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai navigué vers le site web du Bureau des licences commerciales de l'État. Richard avait toujours été vague sur sa société de conseil, balayant les questions, mais j'avais son nom légal complet et son ancienne adresse professionnelle. Il était temps de voir à quel point son empire était réel. J'ai tapé son nom et j'ai appuyé sur Rechercher. Le site web du registre du commerce de l'État s'est chargé avec une lenteur douloureuse. Quand les résultats sont finalement apparus, mon souffle s'est coupé. Le voilà. Richard Shaw Consulting LLC, statut, administrativement dissoute. J'ai cliqué sur les détails. La date de dissolution était de plus de 18 mois. Il avait perdu sa licence commerciale pour non-dépôt des rapports annuels et non-paiement des frais associés. Depuis 1 an et demi, Richard dirigeait une entreprise fantôme, ou plus probablement, pas d'entreprise du tout. Les grosses affaires dont il parlait au dîner, les réunions avec les clients qui le retenaient tard, étaient des fictions. Le fondement de son identité, la source de son autorité dans notre famille n'était que de la fumée. Mais je ne me suis pas arrêté là. Une curiosité froide et concentrée s'était emparée de moi. J'ai cherché son nom dans la base de données du tribunal civil du comté. La page s'est peuplée de plusieurs entrées. Mon estomac s'est noué en faisant défiler. 2 anciennes affaires d'expulsion datant d'années avant sa rencontre avec ma mère. Un jugement civil pour une dette de carte de crédit impayée. Et plus récemment, un procès intenté par un fournisseur, une imprimerie, pour un peu plus de 15 000 $. L'affaire était en cours. Les papiers lui avaient été signifiés il y a 2 mois alors qu'il vivait sous mon toit, mangeant ma nourriture. Je me suis assise,
la lumière bleue de l'écran m'inondant. L'homme qui m'avait poussé pour ne pas avoir montré assez de respect était un homme de 58 ans avec une SARL dissoute, une pile de dettes et un procès en cours. La façade était à couper le souffle dans son intégralité. Il avait convaincu ma mère, mes parents, même lui-même, qu'il était un pourvoyeur de famille, un patriarche. Il avait convaincu Bianca que son père était une histoire à succès, temporairement malchanceux. Et il m'avait convaincu, pendant la plus grande partie de ma vie, que j'étais moins que rien, que mon travail stable, ma maison en propriété, mon indépendance tranquille étaient des choses petites et pathétiques comparées à ces grands rêves instables. La colère que j'attendais n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde pitié lasse pour ma mère, qui avait lié sa vie à cette illusion. Pour Bianca, qui se préparait à un réveil brutal, et même, d'une manière étrange, pour Richard, dont toute l'existence était une performance attendant un rappel de rideau qu'il ne pouvait pas se permettre. J'ai imprimé les pages clés, l'avis de dissolution, le jugement civil, le procès. L'imprimante bourdonnait doucement dans le coin, crachant la vérité page par page. Je les ai ajoutés à un dossier frais et bien rangé sur mon bureau. Ce n'était plus seulement mon registre personnel. C'était la preuve d'une vie construite sur du sable. On a frappé plus fort cette fois, de manière sèche et impatiente. La voix de Richard. Cléo, ouvre cette porte. On doit parler. C'est ridicule. Tu mets ta mère dans l'embarras à Noël. Je suis restée silencieuse. Laisse-le frapper. Laisse-le fulminer. Son pouvoir ici était une illusion, comme tout le reste. Je l'ai entendu marmonner quelque chose à ma mère. Puis ses pas se sont éloignés. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré sur le bureau. Un texto de ma mère. Cléo, ça a assez duré. Ton email est cruel. Nous sommes ta famille. Sors et excuse-toi auprès de Richard pour avoir causé cette scène et on pourra oublier tout ça. J'ai regardé le message, la dissonance cognitive absolue de la chose. Je devais m'excuser d'avoir été poussé, d'avoir entendu dire que je n'étais pas à ma place. Le conditionnement était si profond. Pendant une seconde, l'ancienne Cléo s'est réveillée, celle qui voulait arranger les choses, faire cesser le bruit. J'ai ressenti une douleur fantôme dans ma poitrine. Puis j'ai regardé l'impression fraîche dans ma main, le cachet officiel de l'État, déclarant son entreprise défunte. La douleur s'est transformée en résolution. J'ai pris mon téléphone, mais pas pour répondre à ma mère. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé le numéro de M. Iris, le gentil voisin âgé qui vivait 2 portes plus loin. Il était un gestionnaire immobilier à la retraite et était devenu un ami au fil des ans, offrant toujours des conseils de jardinage. J'ai tapé un message. Bonjour, monsieur Iris. Je suis vraiment désolé de vous déranger à Noël. J'ai une situation ici avec mes invités familiaux. Seriez-vous d'accord pour me servir de témoin officiel demain matin? Il vous suffirait d'être présent lorsque je leur remettrai un avis légal formel. Je pourrai vous expliquer davantage alors. Il a répondu presque instantanément. Pour vous, Cléo? Bien sûr. N'importe quoi. 10 heures parfait. Merci. Et joyeux Noël. Avoir un tiers neutre, surtout un homme plus âgé et respecté, empêcherait tout drame de parole contre parole. Cela rendrait la vie d'expulsion réelle, tangible et impossible pour Richard de le rejeter en criant. J'ai ensuite rédigé un autre email. Celui-ci était destiné à l'imprimerie qui poursuivait Richard. J'ai utilisé une nouvelle adresse email anonyme. Le message était simple et factuel, sans émotion. À qui de droit? J'ai des raisons de croire que le défendeur dans votre affaire, Richard Shaw, dissimule activement des actifs et pourrait se préparer à quitter sa résidence actuelle pour éviter un jugement. Son adresse actuelle est mon adresse. Il n'a pas de bail formel ici. Vous souhaiterez peut-être que votre conseiller juridique mette à jour ces informations auprès du tribunal pour la signification des requêtes ou la saisie sur salaire. Ces informations sont fournies à titre gracieux par une partie concernée. Je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Je l'ai sauvegardé comme brouillon. C'était une carte dans ma main, pas encore jouée. Le but n'était pas de le détruire par dépit. Le but était de le faire sortir de ma maison et de ma vie. Mais j'avais besoin d'un levier. J'avais besoin qu'il ait plus peur de ce qui l'attendait à l'extérieur de ma porte qu'il ne soit en colère de partir. J'ai éteint mon ordinateur portable. La maison était calme maintenant.
Les invités étaient probablement partis. L'atmosphère festive brisée. Je me suis changé en vêtements confortables, je me suis brossé les dents dans la petite salle de bain attenante au bureau, et j'ai déplié le canapé-lit que je gardais pour quand je travaillais tard. Je ne dormirai pas dans ma chambre ce soir. Je ne leur donnerai pas la chance d'une embuscade nocturne pour une conversation à cœur ouvert à mon chevet. Alors que j'étais allongé dans le noir, écoutant les craquements inhabituels de la maison la nuit, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis leur arrivée, je me sentais en contrôle. La maison me semblait à nouveau mienne. Le silence n'était pas oppressant. Il était paisible. Il pouvait avoir la place à table. Je reprenais toute la fichue maison. Demain, je leur remettrai la vie avec Monsieur Iris comme témoin. Et puis j'attendrai, parce que les gens comme Richard, quand ils sont acculés, ne partent pas tranquillement. Ils ripostent. Ils font des erreurs et je serai prête. Le lendemain matin, 26 décembre, s'est levé, cassant et lumineux. Je me suis réveillé sur le canapé du bureau avec un torticolis et un objectif d'une clarté cristalline. Je me suis douché dans la petite salle de bain, je me suis habillé de vêtements simples et professionnels, un jean foncé, un pull impeccable, et j'ai tressé mes cheveux en arrière. J'avais l'air calme, posé et inébranlable. Le reflet dans le miroir était une étrangère, et je l'aimais bien. Je les entendais bouger dans la cuisine, le murmure bas de la voix de ma mère, le grondement défensif de celle de Richard, aucun son de Bianca. J'ai fait du café dans la petite machine du bureau, la riche odeur d'un luxe privé. À 9h55, j'ai déverrouillé ma porte et suis sorti dans le couloir. La conversation dans la cuisine s'est arrêtée instantanément. Tous les trois étaient à table, ma table de cuisine, entourée des débris du repas de la veille. Ils avaient l'air de ne pas avoir dormi. Les yeux de ma mère étaient gonflés. Le visage de Richard était figé dans un masque familier d'autorité offensée. Bianca avait juste l'air de s'ennuyer, faisant défiler son téléphone. Cléo, commença ma mère, se levant à moitié de sa chaise. Bien, tu es réveillé. Asseyons-nous et parlons comme des adultes. Il n'y a rien à discuter, dis-je, ma voix égale. Je suis passé devant eux jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai déverrouillée et je l'ai ouverte en grand. L'air froid du matin s'est engouffré. Qu'est-ce que tu fais, a claqué Richard. Il gèle. M. Iris montait déjà mon allée, impeccable dans un manteau de laine et une écharpe, un air aimable et concerné sur le visage. Bonjour, Cléo, dit-il en entrant. Il fit un signe de tête polie à ma famille stupéfaite. Linda, Richard. Monsieur Iris, dit ma mère, confuse. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Iris est ici en tant que témoin indépendant, expliquai-je. J'ai ramassé le dossier que j'avais laissé sur la console du couloir. J'ai sorti 3 copies de l'avis formel d'expulsion et 3 copies de la clause du contrat de location surligné. Comme vous en avez été informé par email hier soir, et conformément à la section 4B du contrat de location que vous avez signé, vous avez 72 heures à compter de la remise officielle en personne de cet avis pour quitter les lieux. Cette date limite est le 29 décembre à 10 heures. J'ai placé un jeu de documents devant ma mère, un devant Richard, et j'ai gardé le 3e. M. Iris peut confirmer l'heure, la date et la remise. Ma mère a regardé le papier comme s'il était écrit dans une autre langue. Le visage de Richard est devenu d'un rouge profond et dangereux. Il n'a pas touché la vie. Petite ingrate, siffla-t-il, le masque tombant complètement. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Après que nous t'ayons accueilli. Vous vivez dans ma maison, Richard, dis-je sans élever la voix. Depuis 6 mois. Vous payez $400 par mois pour une chambre qui se louerait $1,600. Ce n'est pas une discussion. C'est une notification légale. Il s'est levé si vite que sa chaise a grincé. C'est la famille. On n'utilise pas de bêtises légales avec la famille. Tu déchires ça tout de suite et tu t'excuses. Monsieur Iris s'est éclairci la gorge. Richard, je suis ici juste pour observer, mais je dois dire que j'ai entendu l'agitation hier soir. Cela semble être une mesure juste compte tenu des circonstances. Richard s'est tourné vers lui. Ce ne sont pas tes affaires, vieil homme. Sors de ma maison. C'est la maison de Cléo, dit doucement mais fermement Monsieur Iris. L'acte est à son nom. Je l'ai vu. Cette vérité, exprimée par un étranger, a semblé frapper physiquement Richard. Il a tressailli.
Bianca a finalement posé son téléphone, son ennui remplacé par une alarme naissante. « Papa, qu'est-ce que c'est ? » « Ce n'est rien, chérie, dit-il, essayant d'adoucir sa voix. C'est juste Cléo qui fait une autre crise de colère. Ça lui passera. Il m'a regardé de nouveau, ses yeux suppliants et furieux à la fois. Cléo, sois raisonnable. Où irons-nous ? C'est les vacances. Tu vas vraiment mettre ta mère à la rue ? C'était le même chantage affectif, le même scénario usé, mais le public était différent maintenant. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Vos arrangements de logement ne sont pas de ma responsabilité, déclarai-je. Vous avez 72 heures. J'attends que vous emballiez vos affaires et que vous laissiez les clés. Si vous n'êtes pas parti à la date limite, je déposerai une demande d'expulsion accélérée auprès du bureau du shérif. L'email de mon avocat contient les prochaines étapes. Ma mère a finalement trouvé sa voie. Un son fin et rauque. Tu as un avocat ? Quand as-tu pris un avocat ? Pourquoi nous fais-tu ça ? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La femme qui a choisi la paix plutôt que de protéger sa propre fille. Maintes et maintes fois. Je fais ça parce qu'hier soir, ton mari m'a dit que je n'étais pas sa vraie famille et m'a physiquement retiré de ma propre table. Le pourquoi, c'est lui. Le comment, c'est moi qui décide enfin que je mérite mieux. Je me suis tourné vers Monsieur Aéris. Merci pour votre temps. Je crois que nous avons terminé ici. Il a hoché la tête. J'ai été témoin de la remise à 10h07 le 26 décembre. Vous avez mon numéro si vous avez besoin d'une déclaration, Cléo. Il a lancé à ma mère un regard triste et sympathique qu'elle ne méritait pas et est parti. La porte s'est fermée, nous laissant tous les quatre dans un silence assourdissant. Puis Richard a éclaté. Il a saisi la vie et l'a déchirée en deux, puis de nouveau en deux, éparpillant les morceaux. Voilà, c'est parti. Maintenant, on va s'asseoir et tu vas nous expliquer à quel jeu tu penses jouer. Je n'ai pas réagi au papier déchiré. J'ai des copies et un enregistrement numérique. Le déchiré ne change pas la loi, Richard. Ça montre juste au tribunal que vous avez été correctement notifié et que vous avez choisi d'agir de mauvaise foi. Le mot « tribunal » a finalement percé la bulle de Bianca. Tribunal ? Quel tribunal ? Papa, qu'est-ce qui se passe ? Ta sœur essaie de nous faire peur, a-t-il fanfaronné. Mais la confiance s'en allait. C'était un vendeur sans produit, un roi sans royaume, et les murs se refermaient. 72 heures, ai-je répété. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris ma tasse préférée dans le placard, celle que Bianca utilisait toujours, et je me suis versé le reste du café frais. Je suis passé devant eux pour retourner à mon bureau. Juste avant de fermer la porte, j'ai entendu ma mère commencer à pleurer et la voix de Richard, basse et désespérée. Ne t'inquiète pas, Linda. Je vais m'en occuper. Elle ne peut pas faire ça. Je vais appeler. Je vais passer quelques appels. J'ai verrouillé la porte, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais un autre appel à passer moi-même. Il était temps de faire appel à un professionnel. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé le numéro du patron de Léa, une avocate en immobilier pragmatique nommée Suzanne Gray. J'ai composé le numéro. Pendant que le téléphone sonnait, j'ai ouvert mon dossier de brouillon et j'ai regardé l'email non envoyé à l'imprimerie. Je ne l'ai toujours pas envoyé, mais j'ai ouvert un nouvel onglet. J'ai navigué vers le site web de la division civile du shérif local. J'ai trouvé les formulaires pour une plainte locataire-propriétaire. J'ai commencé à les remplir, mes doigts volant sur les touches. Le jeu n'était pas de leur faire peur. Le jeu était d'être si préparé, si méthodique, si intouchablement calme que leur chaos n'avait nulle part où atterrir. Richard était sur le point d'apprendre que la fille tranquille qu'il avait toujours négligée ne tenait pas seulement une maison. Elle dirigeait une forteresse, et il venait de lancer la seule attaque qu'il avait contre des murs dont il ignorait même l'existence. La voix de Suzanne Gray était comme du gravier et du miel, ferme mais pas méchante. Alors il a posé les mains sur vous dans votre propre maison devant des témoins et vous avez un contrat de location signé avec une clause de perturbation. Elle a écouté pendant que je racontais les dernières 24 heures. Le son de son clavier cliquant doucement en arrière-plan. Cléo, vous avez tout fait à la perfection jusqu'à présent. L'avis formel, le témoin, la trace écrite. Bien. N'engagez plus de conversation avec eux. S'ils essaient de parler, dites,
Toute communication doit passer par mon avocate et donnez-leur mon numéro. Avoir Suzanne de mon côté, c'était comme enfiler une armure. Les derniers fils de doute et de culpabilité se sont dissous. Ce n'était pas une querelle de famille. C'était une rupture de contrat et une agression. Elle était ma défenseur dans le langage que Richard prétendait comprendre, la loi. Que dois-je faire pendant les 72 prochaines heures, ai-je demandé. Vivez votre vie, a-t-elle dit. Mais documentez tout. S'il vous menace, enregistrez-le si vous le pouvez. Vérifiez les lois de votre État sur le consentement, mais dans votre propre maison, vous êtes probablement en règle. S'ils endommagent des biens, prenez des photos. Allez au travail si vous en avez besoin, mais si vous ne vous sentez pas en sécurité, nous pouvons demander un délai plus court. Vous sentez-vous en danger? J'ai regardé la porte solide de mon bureau. J'ai pensé à la fanfaronnade de Richard, à son ego en miettes. Non, ai-je dit, et j'ai été surprise de constater que je le pensais. Je me sens en contrôle. Alors laissez le temps s'écouler. Ils partiront ou nous ferons en sorte que le shérif les escorte dehors. C'est aussi simple que ça. Après avoir raccroché, je lui ai envoyé par email tous les documents du registre, l'enregistrement de la nuit de Noël, et la déclaration de témoin de Monsieur Ayris que j'avais tapé et qu'il avait signé via une application de signature numérique. Ma forteresse avait maintenant une avocate. La maison était étrangement calme pour le reste de la journée. J'entendais des conversations chuchotées, le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient dans leur chambre. Ils faisaient leurs valises, mais lentement, à contre-cœur. J'ai travaillé depuis mon bureau, rattrapant les tâches que j'avais négligées pendant le chaos des vacances. J'ai commandé des courses en livraison, remplissant ma cuisine de choses que seul moi aimais. C'était un petit acte symbolique de réappropriation de l'espace. En fin d'après-midi, mon téléphone a vibré. C'était un texto de Bianca envoyé à un groupe de discussion avec ma mère et moi. Une tactique, j'en étais sûr, orchestrée par Richard. Cléo, c'est insensé. Maman est malade d'inquiétude. Tu détruis cette famille pour un stupide malentendu. Papa a dit qu'il était désolé que tu sois tombée. Ne peux-tu pas simplement être la plus intelligente et arrêter ça? Le vieil hameçon a accroché pendant une seconde. Être la plus intelligente. Le mantra de l'exploiter. J'ai copié le numéro de Suzanne et l'ai collé dans le chat. Toute communication ultérieure concernant l'avis d'expulsion doit passer par mon avocate, Suzanne Gray. Ses coordonnées sont ci-dessous. Puis j'ai mis le chat en sourdine. Je ne les ai pas bloqués. Je voulais voir ce qu'ils essayaient. Leur message était ma preuve. 1 heure plus tard, ma mère est venue à la porte du bureau. Elle n'a pas frappé. Elle a juste parlé à travers le bois, sa voix larmoyante et brisée. Cléo, s'il te plaît. C'est mon mari. Il subit tellement de pression. Tu ne sais pas tout. Nous n'avons nulle part où aller. Bianca est terrifiée. Es-tu vraiment si cruelle? Je suis restée silencieuse, les yeux sur l'écran de mon ordinateur. Je regardais des appartements à louer en ville, pas pour eux, mais pour moi. Un fantasme de rupture nette. Suzanne avait déconseillé de partir car cela pourrait compliquer l'expulsion. Mais l'exercice était apaisant. Tu es comme ton père, a-t-elle murmuré, les mots destinés à blesser. Têtu, froid. Celui-là a piqué, mais pas de la manière qu'elle entendait. Mon père avait été gentil et stable. Si être comparé à lui était son idée d'une insulte, je la porterais comme un badge d'honneur. J'ai entendu ses pas s'éloigner en traînant des pieds. La véritable action a commencé après le dîner. J'ai entendu Richard au téléphone dans le salon, sa voix d'une confiance forcée et retentissante. Ouais, Mike, Richard ici. Ouais, les affaires marchent bien. On cartonne. Écoute, je suis entre 2 logements pour quelques jours. Un imbroglio de relocalisation d'entreprise. Tu sais ce que c'est. Tu aurais une location à court terme ou une maison d'amis? Prêt à payer le prix fort. Il a passé appel après appel à d'anciens collègues, des parents éloignés, des gens d'un répertoire d'impressions passées. Chaque conversation suivait le même arc, fanfaronnade initiale, une question hésitante, une longue pause, puis sa voix se dégonflant. Oh, je vois. Non, bien sûr. Ouais, la prochaine fois alors. Les rejets étaient discrets, mais je pouvais les entendre s'accumuler comme de la neige, enterrant sa fierté. Il avait brûlé trop de ponts.
Le vendeur charmant était à court de crédit. Vers 21h, j'avais besoin d'utiliser la salle de bain principale. J'ai ouvert la porte de mon bureau et j'ai descendu le couloir. Richard était assis à la table de la cuisine, maintenant débarrassé du désordre de Noël, la tête dans les mains. Ma mère lui frottait le dos. Bianca était sur le canapé, le visage pâle, comprenant enfin que personne ne viendrait les sauver. Ils ont tous levé les yeux quand je suis passé. Personne n'a parlé. La dynamique du pouvoir avait changé de manière invisible et irrévocable. Je n'étais plus la fille suppliant pour une place. J'étais la propriétaire se promenant dans sa propriété. En retournant à mon bureau, j'ai vérifié mes emails. Il y avait un nouveau message d'un expéditeur inconnu. L'objet, votre demande sur les droits des locataires. Perplexe, je l'ai ouvert. Madame Marsh, comment sait-il? Une connaissance commune m'a suggéré de vous contacter. Je comprends que vous pourriez avoir des problèmes avec un locataire nommé Richard Shaw. Je suis l'avocat représentant PrintRite Solutions dans une affaire civile contre lui. Toute information que vous pourriez fournir concernant ses actifs actuels ou son emploi serait grandement appréciée et pourrait être pertinente pour votre propre situation. Discrétion assurée. Mon souffle s'est coupé. Je n'avais pas envoyé mon email brouillon. Quelqu'un d'autre était déjà sur ses traces. La connaissance commune devait être Monsieur Aéris. Il connaissait tout le monde dans le quartier, y compris beaucoup de propriétaires de commerces locaux. Il a dû entendre quelque chose et passer un appel discret. Cela changeait les choses. Richard ne faisait pas seulement face à la perte de son logement à cause de moi. Un jugement de ce procès pourrait entraîner une saisie sur salaire, des saisies de comptes bancaires. Il était sur le point d'être financièrement étouffé. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai transféré l'email à Suzanne avec une note, reçu ceci indépendamment. Conseil? Puis je l'ai sauvegardé. C'était une autre carte, de plus en plus puissante d'heure en heure. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé sur le canapé du bureau, j'ai écouté les bruits de la maison. Les disputes basses et urgentes de leur chambre. Le cri frustré de Bianca, alors, qu'est-ce qu'on va faire, papa, une valise qui se ferme. Le temps pressait. Et pour la première fois, eux aussi l'entendaient. Il leur restait 60 heures. Et Richard, je le savais, était un homme qui ne supportait pas de perdre. Il allait bientôt faire un geste désespéré. Je me suis endormi avec mon téléphone à la main, la sonnerie forte. Le deuxième jour, le 27 décembre, s'est levé avec un silence tendu et glacial qui n'avait rien à voir avec le temps qu'il faisait dehors. La maison ressemblait à une impasse. Je suis resté dans mon bureau à travailler à distance, ma porte étant une frontière ferme. Ils sont restés dans leur chambre où on chuchotait dans la cuisine. La seule communication était une série de textos de plus en plus désespérés de ma mère au groupe de discussion en sourdine, auquel je n'ai pas répondu mais que j'ai sauvegardé pour Suzanne. Cléo. Il parle de vendre mes bijoux. S'il te plaît. Ta sœur fait des crises de panique. Nous avons trouvé un motel mais ce n'est pas sûr. Tu ne peux pas vouloir ça pour nous. Je ne voulais rien de tout ça, mais je n'en étais pas la cause. Cette distinction, autrefois floue, était maintenant la seule chose qui me tenait. Vers midi, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. En jetant un coup d'œil par la fenêtre du bureau, j'ai vu Richard descendre l'allée, les épaules voûtées contre le froid, se dirigeant vers l'arrêt de bus. Il portait son seul bon costume. Le vendeur sortant pour faire la vente impossible, pour mendier, emprunter ou mentir pour trouver une solution. Son absence a changé l'énergie de la maison. 1 heure plus tard, on a frappé timidement à ma porte. C'était ma mère, seule. Cléo, puis-je entrer juste 1 minute, s'il te plaît? Contre mon meilleur jugement, mais poussé par le besoin de la regarder dans les yeux une dernière fois, j'ai déverrouillé la porte et l'ai ouverte de quelques centimètres. Elle avait l'air vieillie, son maquillage était maculé, ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient plats. De quoi as-tu besoin, maman? Elle s'est tordu les mains. Il est à la banque pour essayer d'obtenir un prêt personnel. Il a dit que s'il pouvait juste obtenir un peu de capital, il pourrait redresser la situation rapidement, nous trouver un appartement. Sa voix s'est éteinte comme si même elle ne croyait plus à l'histoire. Cléo, les choses que j'ai découvertes. L'entreprise est partie. Le procès. Il ne me l'a pas dit. Il a dit qu'il s'en occupait.
Il n'y avait aucune satisfaction à l'entendre le dire. Juste une profonde tristesse creuse. Je sais. Elle a tressailli. Tu savais depuis un moment. J'ai essayé de te le dire de petite manière. Tu ne voulais pas l'entendre. Les larmes ont coulé. Je pensais qu'il s'occupait de nous. Je pensais que si je le soutenais simplement, que je maintenais la paix. Tu as choisi sa paix plutôt que ma sécurité, ai-je dit, pas durement, juste en l'énonçant. La nuit dernière n'était pas la première fois qu'il me faisait sentir malvenu dans ma propre vie. C'était juste la première fois que j'arrêtais de l'accepter. C'est mon mari, a-t-elle murmuré comme si cela expliquait tout. Et dans son monde, c'était le cas. Les vœux, la vie partagée, l'illusion, tout cela l'emportait sur la fille d'avant. Et c'est ma maison, ai-je dit doucement. Et vous avez jusqu'à 10 heures demain pour la quitter. J'ai alors vu une lueur de quelque chose. Pas de l'amour, peut-être, mais une prise de conscience brutale. Elle allait partir avec lui. Elle choisirait le navire qui coule parce qu'elle était déjà à bord. Bianca, je le savais, suivrait. Tous les trois enfermés dans leur illusion partagée. Elle a hoché la tête, un minuscule mouvement brisé, et s'est détournée. Richard est revenu en fin d'après-midi. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, puis le bruit de quelque chose se brisant contre le mur du salon. Un vase peut-être. Son rugissement de frustration a fait trembler les murs. Putain de sangsue. Après tout ce que j'ai fait. La voix suppliante de ma mère. Le cri aigu de Bianca. Le chaos s'intensifiait. J'ai pris mon téléphone, prêt à appeler la police si ça empirait. Mais ça n'a pas empiré. Ça s'est dissous en sanglots. Cette fois, c'était le bruit d'un homme brisé. J'ai su alors que le point de rupture était atteint. La pression avait fait éclater sa performance. Le roi mendiait dans sa salle du trône vide, et il n'y avait plus de sujet à tromper. Le calme est revenu, plus profond cette fois. 1 heure s'est écoulée. Puis, à exactement 18 heures, mon téléphone s'est allumé. C'était un texto, non pas au groupe, mais à moi directement, de Richard. Cléo, on doit parler. D'homme à homme. J'ai une proposition. Une proposition? Comme si c'était une négociation commerciale. Comme s'il ne m'avait pas poussé par terre il y a 2 jours. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un autre texto. Je sais que j'ai dépassé les bornes. J'étais stressé, mais tu es irrationnel. Je peux faire en sorte que ça en vaille la peine. J'ai une affaire en cours. Gros argent. Je te céderai un pourcentage si tu nous laisses rester jusqu'à ce qu'elle soit conclue. 20%. Pense-y, l'audace était presque impressionnante. Il m'offrait une part d'une affaire fantôme d'une société dissoute. La dernière fumée vaporeuse de son château de cartes. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Suzanne. Sa réponse a été instantanée. N'engagez pas. C'est de la coercition. Il offre un actif fictif pour éviter une conséquence légale. Sauvegardez-le. J'ai posé mon téléphone, mais il n'avait pas fini. Le message suivant n'était pas un texto. C'était une photo d'un document sur ma table de cuisine. J'ai plissé les yeux sur l'écran. C'était une copie imprimée de mon acte de propriété, qu'il avait dû fouiller pour trouver dans mon classeur. Quelqu'un avait dessiné un cercle grossier et tremblant autour du prix d'achat. Le modeste chiffre que j'avais payé avant que le marché ne s'envole. En dessous, de sa main, il était écrit « Tu n'as pas fait ça seul. On a aidé. Tu nous dois quelque chose. » Mon sang s'est glacé, puis a bouilli. La violation de fouiller dans mes dossiers privés, la réécriture de l'histoire. Ils avaient aidé. Ils s'étaient moqués de cette maison, l'avaient traité de taudis, de gouffre financier. Ma mère m'avait offert une carte cadeau de $500 dans un magasin de bricolage comme cadeau de pendaison de crémaillère, que j'avais utilisé pour acheter une tondeuse à gazon. C'était toute leur aide. C'était le geste désespéré, la menace. L'implication était claire. Si je ne jouais pas le jeu, il essaierait de réclamer une sorte d'intérêt dans ma propriété. C'était risiblement nul sur le plan juridique, mais cela montrait sa direction. Il passait de la mendicité à l'attaque. Suzanne m'a appelé immédiatement après que j'ai transféré la photo. Cléo, c'est du harcèlement et cela pourrait être interprété comme une tentative de fraude ou de coercition. Est-ce que ça va?
Je suis en colère, ai-je dit, la voix tendue. Mais ça va. Bien. Utilisez cette colère. Je rédige une lettre de mise en demeure pour ce comportement spécifique. Elle lui sera envoyée par email ce soir. Cela avance également notre calendrier. Compte tenu de cette escalade, des dommages matériels antérieurs et maintenant de cette intimidation, je pense que nous avons des motifs pour déposer la plainte d'expulsion dès demain matin. Au lieu d'attendre que le délai soit écoulé, nous pouvons demander une audience d'urgence. Faites-le, ai-je dit. Pendant que Suzanne travaillait, j'ai fait quelque chose que j'avais remis à plus tard. J'ai ouvert le brouillon sauvegardé destiné à l'avocat de l'imprimerie. J'ai ajouté une seule ligne en haut. Suite à ma note précédente, Monsieur Chan tente maintenant de réclamer frauduleusement un intérêt dans une autre propriété pour éviter ses responsabilités. J'ai joint la photo qu'il m'avait envoyée avec sa note manuscrite clairement visible. Puis j'ai cliqué sur Envoyer. Je ne protégeais plus seulement ma maison. Je m'assurais que lorsqu'il la quitterait, le monde réel l'attendrait avec son registre grand ouvert. Sa guerre n'était plus seulement avec moi maintenant. Elle était avec les conséquences de sa propre vie. L'email de mise en demeure de Suzanne est arrivé dans sa boîte de réception à 20h17. Je le sais parce que j'ai entendu la notification retentir sur son téléphone dans le salon, suivie d'une série de jurons. Alors, pendant que ma mère recommençait à pleurer, la maison a plongé dans un silence final et désespéré. Le point de rupture avait été atteint. La façade était en morceaux à ses pieds. Il ne restait plus qu'à partir. Je suis resté éveillé cette nuit-là, non pas sur le canapé, mais à mon bureau, regardant le flux de la caméra de sécurité sur mon ordinateur portable. La caméra du salon montrait Richard assis seul dans le noir, la tête dans les mains. Ne complotant pas, ne manigançant pas, juste finalement, totalement vaincu. Il lui restait 36 heures, mais le combat, je pouvais le voir, l'avait déjà quitté. Le dernier jour, 28 décembre, est arrivé non pas avec un fracas, mais avec le bruit creux et grinçant des valises traînées sur le sol. Je me suis réveillé à l'odeur de café bon marché. Ils avaient utilisé le reste du mien, et au murmure bas et épuisé des voix. Il n'y avait plus de cris. La tempête s'était calmée, ne laissant que les débris. J'ai émergé de mon bureau juste après 8 heures. Ils étaient dans le salon, entourés d'une triste collection de bagages et de boîtes en carton. Cela ressemblait moins à un déménagement qu'à une retraite. Richard a levé les yeux quand je suis entré. La fanfaronnade avait disparu, remplacée par un épuisement gonflé et vaincu. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi, ce qui était probablement le cas. Il n'a pas parlé, il a juste soutenu mon regard une seconde avant de détourner les yeux, une reconnaissance silencieuse de sa reddition. Ma mère pliait une couverture, ses mouvements lents et robotiques. Bianca tapait furieusement sur son téléphone, se plaignant probablement à des amis de sa demi-sœur psychopathe. L'atmosphère était lourde de ressentiment, mais c'était un ressentiment froid et épuisé. Le feu était éteint. La date limite est 10 heures, dis-je, ma voix résonnant dans la pièce tendue. J'aurai besoin de tous les jeux de clés. Ma mère a tressailli, mais a hoché la tête. Richard a juste fixé le sol. Bianca a reniflé. Ne t'inquiète pas, on ne voudrait pas rester dans ton taudis de toute façon. Je l'ai ignoré. Je ferai une inspection avec chacun de vous après que vous aurez retiré vos affaires de vos chambres. Tout dommage au-delà de l'usure normale sera déduit de votre dépôt de garantie. Je citais le script de Suzanne et cela me donnait du pouvoir. Dépôt de garantie, a marmonné Richard, mais cela manquait de conviction. Il savait qu'il n'avait aucun levier. Je suis allé à la cuisine pour me faire du thé, me déplaçant à travers eux comme s'ils étaient des meubles. Ils étaient déjà des fantômes, leur présence s'estompant à chaque minute. J'ai entendu Richard au téléphone une dernière fois, sa voix à peine un murmure. Ouais, le séjour prolongé sur la route 9. Ouais, une semaine peut-être 2. Mettez ça sur la carte. La carte qui était probablement à son maximum. À 9h30, ma sonnette a retenti. C'était Suzanne Gray en personne. C'était une grande femme avec des lunettes pointues et une mallette qui respirait le sérieux. Sa présence a rendu tout soudainement, irrévocablement officiel. J'ai pensé que je fournirais une escorte personnelle pour la dernière heure, a-t-elle dit calmement en entrant. Elle s'est présentée à ma famille abasourdie. Je suis ici pour m'assurer que la transition se déroule sans heurts et conformément à la vie. Richard avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. C'était l'humiliation suprême,
être expulsé sous le regard froid d'une professionnelle. Son royaume n'était pas seulement tombé. Il était démantelé professionnellement. Les 30 minutes suivantes ont été un flou d'activités silencieuses. Ma mère, sous l'œil attentif de Suzanne, a remis sa clé. Bianca a jeté la sienne par terre avec un soupir dramatique. Suzanne l'a simplement pointée du doigt jusqu'à ce qu'elle la ramasse et la place dans ma main. Richard était le dernier. Il a fouillé dans sa poche, a sorti la clé, et pendant une seconde sa main s'est refermée dessus. Il m'a regardé et j'ai vu une dernière étincelle fugace du vieux Richard, un plaidoyer, une menace, une dernière tentative de retrouver un peu de dignité. J'ai tendu la main, ouverte et stable. Suzanne a fait un pas subtil en avant. L'étincelle est morte. Il a laissé tomber la clé dans ma paume. Elle était froide. Ils ont sorti leurs valises à tour de rôle par la porte d'entrée, les chargeant dans la berline de luxe vieillissante de Richard, dernier vestige de son rêve expiré. Ma mère s'est arrêtée sur le seuil, se retournant. Ses yeux étaient pleins d'une douleur complexe, de perte, de regret, peut-être même d'un soupçon de compréhension. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Que pouvait-elle dire? Je suis désolé, était trop peu. Je t'aime, sonnait comme un mensonge. Elle a juste fait un petit signe de tête brisée et est partie. Bianca n'a pas regardé en arrière. Richard a été le dernier à partir. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, un homme du mauvais côté de sa propre sortie. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé par-dessus mon épaule dans la maison qu'il a essayé de dominer. Et je l'ai vu alors, pas de la colère, mais une perte profonde et perplexe. Il avait échoué, non seulement à rester, mais à l'histoire qu'il s'était racontée pendant des décennies. Il s'est retourné et a marché vers le siège du conducteur sans un mot. La voiture a démarré avec une toux et s'est éloignée du trottoir. Je suis resté dans la porte ouverte avec Suzanne, regardant jusqu'à ce qu'elle tourne au coin et disparaisse. L'air froid était propre, vif. La rue était calme. Bien joué, a dit Suzanne, en posant une main rassurante sur mon épaule. Ce n'est jamais facile, mais vous avez géré cela avec une force et une intelligence remarquables. Je déposerai le rejet de la plainte d'expulsion puisqu'ils ont quitté volontairement. L'affaire est close. Elle est partie peu de temps après, promettant d'envoyer une facture finale et d'être disponible si autre chose survenait. J'ai fermé la porte d'entrée. La serrure a cliqué. Un son solide et final. J'étais seul. Le silence était immense. Ce n'était pas le silence tendu des derniers jours. C'était un vide profond et paisible. J'ai marché de pièce en pièce. Leur chambre était vide. Le placard vide, à l'exception de quelques cintres en fil de fer. La salle de bain était débarrassée de leurs produits. Le salon portait les légères éraflures des roues de valise et la tache propre sur le mur où le vase s'était brisé. C'était fini. J'aurais dû me sentir triomphante, victorieuse. Au lieu de cela, j'ai ressenti un vaste soulagement lassé, en dessous, un chagrin auquel je ne m'attendais pas. Je ne les pleurais pas. Je pleurais la famille que je n'avais jamais eue. La mère qui ne m'a jamais choisi, l'enfance passée à chercher l'approbation d'un homme qui me voyait comme un fantôme. Cet espoir était enfin, vraiment mort. Et son décès a laissé une douleur silencieuse. Je me suis préparé un vrai repas dans ma cuisine silencieuse et j'ai mangé à la table de la salle à manger dans la nouvelle chaise. Elle était confortable. La maison me semblait à nouveau mienne. Chaque craquement à l'intérieur était un ami familier. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit pour la première fois depuis des semaines. Les draps sentaient ma lessive. L'espace était à moi. Je suis tombé dans un sommeil profond et sans rêve, le genre qui vient après un long et brutal voyage. Je ne le savais pas alors, mais pendant que je dormais, le monde dans lequel j'avais poussé Richard commençait à tourner pour lui. L'email que j'avais envoyé à l'avocat de l'imprimerie avait été reçu. La mise en demeure de Suzanne était dans sa boîte de réception. La réalité du motel de séjour prolongé avec ses murs fins et ses tarifs hebdomadaires s'installait, et son téléphone, probablement en charge sur la table de chevet bon marché du motel, était sur le point de commencer à s'allumer. Non pas avec des offres ou des solutions, mais avec les demandes bourdonnantes et implacables de la vérité. Je me suis réveillé le lendemain matin, 29 décembre, avec le soleil qui filtrait par ma fenêtre, dans le silence profond et magnifique de ma propre maison. Et quand j'ai vérifié mon téléphone, je n'avais aucun nouveau message de la famille, mais j'en avais un d'un numéro inconnu.
C'était un texto envoyé à 5h47, ici l'adjoint Miller de la division civile du shérif du comté. Nous avons tenté de signifier à monsieur Richard Shaw à votre adresse ce matin un bref d'exécution pour un jugement civil, mais nous avons trouvé les lieux vacants. Pouvez-vous confirmer qu'il ne réside plus là, et fournir toute information de réexpédition que vous pourriez avoir? J'ai souri, un petit sourire privé. Le jugement n'était pas seulement le mien. C'était le sien. Et ça ne faisait que commencer. J'ai posé mon téléphone. J'avais ma propre journée à commencer. Mais d'abord, j'ai fait du café. J'ai pris ma tasse et je suis allé à la fenêtre du salon, regardant ma rue calme, mon allée vide. J'étais dehors et j'étais à la maison. L'appel de l'adjoint du shérif a été le premier domino. Je l'ai rappelé, j'ai confirmé que Richard ne vivait plus à mon adresse, et j'ai déclaré que je n'avais aucune information de réexpédition, ce qui était vrai. Je n'ai pas mentionné le motel. C'était à eux de le trouver. Mon rôle était terminé. J'ai passé la matinée du 29 à me réapproprier mon espace. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissant l'air frais et froid nettoyer la maison de leur présence persistante. La légère odeur de l'eau de Cologne de Richard, le parfum sucré de Bianca, le savon à lessive à la lavande de ma mère. J'ai nettoyé, non pas un frottage frénétique, mais un nettoyage rituel délibéré. J'ai lavé les draps de leur lit et je les ai donnés. J'ai réarrangé les meubles du salon, effaçant le souvenir de l'emplacement de la chaise de Richard. J'étais physiquement libre, mais mon esprit revenait sans cesse à l'appel de l'adjoint. Un bref d'exécution. Cela signifiait que l'imprimerie avait gagné son procès. Le tribunal était maintenant autorisé à recouvrer la dette. Il pouvait saisir des comptes bancaires, mettre des privilèges sur des biens s'il en avait. Richard était maintenant un homme avec une cible légale sur le dos. Vers midi, mon téléphone a vibré. C'était une notification de mon application de sécurité domestique. Mouvement détecté à la porte d'entrée. Mon cœur a bondi. Était-il revenu? J'ai affiché le flux en direct. Ce n'était pas eux. C'était une femme en tailleur pantalon sévère tenant une enveloppe épaisse. Une huissière de justice. Elle a regardé la maison, a vérifié un presse-papier, puis a glissé l'enveloppe entre la porte d'entrée et le cadre avant de retourner rapidement à sa voiture. D'autres papiers légaux pour Richard. J'ai laissé l'enveloppe où elle était. Ce n'était pas ma responsabilité. Les murs de la forteresse tenaient bon. Le calme de la journée était réparateur, mais c'était aussi une bulle. Je savais logiquement que leur monde s'effondrait. La partie de moi qui était encore cette petite fille en quête d'approbation a ressenti une pointe de culpabilité. La partie la plus forte, la femme qui possédait l'acte de propriété, savait que c'était la conséquence inévitable d'une vie construite sur des mensonges. On ne peut pas vivre dans un château de cartes et être surpris quand le vent souffle. Puis, à 15h17, mon téléphone a sonné. C'était Richard. J'ai fixé son nom clignotant sur l'écran. Je n'ai pas répondu. C'est tombé sur la messagerie vocale. Il n'en a pas laissé. 2 minutes plus tard, il a sonné de nouveau. Richard. Encore une fois, je n'ai pas répondu. Puis il a sonné encore et encore et encore. C'est devenu un siège bourdonnant et implacable. Mon téléphone s'est allumé toutes les quelques minutes, parfois toutes les quelques secondes. Richard, Richard, Richard. Les appels venaient par vagues, des grappes frénétiques de 3 ou 4, puis une pause, puis une autre grappe. Il n'a jamais laissé de message vocal. Le silence derrière la sonnerie était plus terrifiant que n'importe quel message aurait pu l'être. C'était le son de la pure panique, du désespoir. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », mais je pouvais voir les notifications s'accumuler sur mon écran de verrouillage. Les chiffres ont grimpé. 12 appels manqués. 22h35. Il appelait du motel, d'une cabine téléphonique, de quelque part dans le chaos de sa nouvelle réalité. Ma mère a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Bianca a appelé 1 fois. Je n'ai pas répondu. Les appels de Richard ont continué dans la soirée. J'ai essayé de regarder un film, de lire, mais le bourdonnement fantôme vibrait dans mes os. J'ai finalement éteint complètement mon téléphone, l'enterrant sous un coussin de canapé. Le silence physique est revenu, mais le bruit psychique était assourdissant. Que se passait-il là-bas? Dans quoi s'était-il embarqué de si catastrophique que cela nécessitait cette vague de tentatives de contact?
La culpabilité s'est transformée en une curiosité froide et dure et en un soupçon de peur. Un animal acculé et dangereux. Appelait-il pour supplier, pour menacer? Pour déchaîner un dernier torrent de reproches? À 21h, j'ai rallumé mon téléphone, me préparant au flot de notifications. Il s'est allumé comme un sapin de Noël. Le décompte final brillait sur l'écran. 69 appels manqués et un SMS envoyé il y a 1 heure par Richard. Ce n'était pas long. Ce n'était pas un plaidoyer ni une menace. C'était 5 mots. Ils ont pris la voiture. Aide. Je l'ai lu 5 fois. Ils ont pris la voiture. Le shérif. Le bref d'exécution. Ils avaient trouvé son actif, la dernière chose de valeur qu'il possédait, la berline vieillissante qui était son dernier symbole de statut, et ils l'avaient saisi. Il était bloqué dans un motel bon marché avec une femme, une fille, pas d'argent et une montagne de dettes. Aide. Le mot était si petit, si totalement dépouillé de prétention. Il n'y avait pas de princesse ou de gamine, pas de baratin de vendeur, juste la demande brute et nue. Il avait atteint le fond absolu et il levait les yeux, et la seule personne qu'il pouvait penser à appeler était celle qu'il avait repoussée. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise dans le calme de mon salon, le texto me brûlant la main. Je n'ai ressenti aucune envie de le sauver. C'était la chose la plus surprenante. La culpabilité avait disparu, évaporée par le poids colossal de ses propres conséquences. Il n'était pas de ma responsabilité. Il s'en était assuré il y a longtemps. Mais je n'ai ressenti aucune joie non plus. Ce n'était pas un tour d'honneur. C'était une nécrologie pour l'homme que j'avais craint si longtemps. Le tyran était brisé et le spectacle était simplement triste. J'ai fait une capture d'écran du texto et du journal d'appels montrant les 69 appels manqués. Je les ai sauvegardés dans le registre. C'était la dernière entrée, le point final de la phrase. Puis j'ai fait quelque chose pour moi. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler au-delà de Richard, au-delà de ma mère, au-delà de Bianca. J'ai trouvé le numéro de mon amie Léa, la parajuriste qui m'avait aidé au début. Salut, ai-je dit quand elle a répondu. C'est fini. Ils sont partis. Oh, Dieu merci. Tu vas bien? Ça va aller, ai-je dit. Et pour la première fois, je l'ai vraiment cru. Mais j'ai besoin d'une distraction. Tu peux venir? Je commanderai une pizza. Je ne veux juste pas être seul avec le silence ce soir. Elle était à ma porte en 40 minutes avec une bouteille de vin et un sourire déterminé. Nous avons mangé de la pizza par terre dans mon salon maintenant spacieux. Et je lui ai tout raconté, la chute, le témoin, l'avocat, les 69 appels, le texto sur la voiture. Elle a écouté, les yeux écarquillés, et quand j'ai fini, elle a secoué la tête. Il a joué à un jeu stupide et a gagné un prix stupide, a-t-elle dit, levant son verre, au prix stupide. Et à toi, la propriétaire. Nous avons trinqué. Le son était léger, brillant. C'était le son de ma nouvelle vie qui commençait. Cette nuit-là, alors que j'étais au lit, mon téléphone était silencieux. Le siège était terminé. Richard n'avait plus de pièces, plus d'espoir, plus d'options. Il était entre les mains du système maintenant, un système qui traitait des faits, pas des histoires. Je me suis endormi en ne pensant pas à ces 69 appels, mais à ma seule et tranquille maison. La forteresse était sécurisée. La guerre était gagnée. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, je ne me sentais pas comme une survivante, mais comme quelqu'un qui était enfin, vraiment, en sécurité. Le silence après la tempête n'était pas vide. Il était plein de possibilités. La première semaine de janvier a été une période étrange et magnifique de décompression. Je suis retourné au travail au cabinet d'architecture où j'étais coordinatrice de projet. La normalité des délais et des pauses café était un baume. Personne là-bas ne connaissait ma guerre de Noël. J'étais juste Cléo, la Cléo fiable et tranquille, qui souriait soudainement davantage. J'ai quand même changé les serrures, un acte symbolique et pratique. Les nouvelles clés semblaient plus légères dans ma main. J'ai acheté une plante pour l'endroit où le vase s'était brisé et j'ai accroché une nouvelle œuvre d'art au mur, une estampe abstraite audacieuse que j'avais toujours aimée, mais que je pensais trop excessive pour l'ancienne atmosphère tendue de la maison. Maintenant, elle était parfaite. Je n'ai plus eu de nouvelles de Richard ou de Bianca. Silence radio. Mais ma mère, elle a essayé. Une semaine après leur départ,
une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres, manuscrite sur du papier à en-tête de motel. Cléo, commençait-elle. Pas de « cher ». Pas de « ma chérie ». Juste mon nom. J'écris ceci d'un endroit où je n'aurais jamais imaginé me trouver. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si je peux me pardonner moi-même. J'ai choisi un homme plutôt que mon enfant. J'ai choisi le confort plutôt que la vérité. Je le vois maintenant. Il a fallu que je perde tout, y compris mon propre respect de moi-même, pour le voir. Richard est brisé. La voiture est partie. L'argent du procès est prélevé sur son dernier compte bancaire. Nous utilisons le peu qu'il me restait de ma pension d'enseignante pour payer semaine par semaine cette chambre. Bianca a pris un travail dans un restaurant. C'est une leçon d'humilité dont elle avait besoin, mais c'est difficile à voir. Je ne demande rien. Je n'en ai pas le droit. Je voulais juste te dire que je te vois. Je vois la femme forte et capable que tu es devenue malgré moi, pas grâce à moi. Et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour t'aider à construire. Peut-être qu'un jour, si tu peux trouver la force dans ton cœur, nous pourrions prendre un café. Pas en tant que mère et fille. Peut-être que ce navire a coulé, mais en tant que deux femmes. J'aimerais te connaître, si tu me le permets. Avec tous mes regrets, maman. La lettre ne m'a pas fait pleurer. Elle m'a fait soupirer. Une longue et lente expiration d'un chagrin que je portais depuis des décennies. C'était la première chose honnête qu'elle m'ait jamais donnée. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était de la responsabilité. Et pour l'instant, c'était suffisant. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'étais pas prête pour un café, mais je ne l'ai pas jetée. La vie a continué. J'ai commencé à faire de la maison la mienne. J'ai peint la chambre où ils avaient séjourné d'un vert doux et apaisant et je l'ai transformée en une véritable chambre d'amis au bureau. Je ne l'ai pas fait pour les effacer. Je l'ai fait pour réclamer l'espace pour un bonheur futur, pour des amis comme Léa, pour une vie que je concevais selon mes propres termes. Puis, à la mi-janvier, j'ai reçu un email de Suzanne Gray. L'objet, mise à jour sur l'affaire Shaw. Développement intéressant, Cléo, a-t-elle écrit. Vous apprécierez ceci. Au cours du recouvrement de la dette, les créanciers ont découvert quelque chose. Richard Shaw, dans un ultime effort pour obtenir un prêt il y a des mois, a contracté un prêt à court terme à taux d'intérêt élevé en utilisant un équipement comme garantie, une imprimante industrielle de qualité commerciale. Le problème, c'est que l'imprimante n'était pas la sienne. Elle était louée par sa société d'alors à une société de financement. Lorsque sa SARL a été dissoute, il a cessé de payer le loyer, mais a gardé l'imprimante, puis l'a frauduleusement utilisée comme garantie. C'est de la fraude pure et simple. La société de financement porte plainte. J'ai lu le paragraphe 2 fois. Fraude, accusation criminelle. C'était au-delà des poursuites civiles et des voitures saisies. Richard ne faisait pas seulement face à la ruine financière. Il faisait face à la possibilité de combinaisons orange et de dates de procès. Compte tenu des circonstances, a poursuivi Suzanne, et du fait qu'il n'a aucun actif et est essentiellement insaisissable, les plaignants civils pourraient se retirer car la prison ne paie pas les dettes. Mais le bureau du procureur n'abandonne pas facilement les affaires de fraude. Son avenir immédiat est probablement un accord de plaidoyer et une probation, mais ce sera sur son casier judiciaire pour toujours. Juste pour information, car cela explique probablement le silence radio. Il est probablement en train de se trouver un avocat commis d'office. C'était donc ça. L'effondrement final est total. Le château de cartes ne s'était pas seulement effondré. Il avait été examiné, audité et condamné. Le vendeur était finalement à court d'histoires à raconter. J'ai ressenti un pincement au cœur, mais c'était distant, comme entendre parler d'une catastrophe naturelle dans un pays que vous n'avez jamais visité. Son destin était le sien. Ses choix avaient tracé ce chemin. J'avais été une spectatrice qu'il avait essayé d'entraîner dans sa chute, mais j'avais sauté à temps. La nouvelle a également clarifié la lettre de ma mère. L'homme brisé était maintenant un homme faisant face à des accusations criminelles. Sa pension finançait une chambre de motel pour une famille en chute libre juridique. La réalité était plus dure que je ne l'avais imaginé. Un soir, j'étais dans mon nouveau bureau vert à dessiner des idées pour un patio de jardin quand ma sonnette a retenti. C'était Monsieur Aéris, tenant un petit pot de jasmin d'hiver jaune vif. Pour votre nouveau départ, a-t-il dit avec un sourire chaleureux.
J'ai entendu dire que le calme est revenu. Le bon type de calme. Je l'ai invité à prendre le thé. Nous nous sommes assis dans le salon et il m'a parlé des ragots du quartier, comment le bruit avait couru sur la raison pour laquelle l'homme bruyant était parti et comment les gens étaient discrètement de mon côté. Il avait même entendu parler de l'affaire de fraude par un ami au palais de justice. Il a essayé d'intimider la mauvaise personne, a dit monsieur Ayris en hochant la tête sagement. Vous avez tenu bon. C'est tout ce qu'une personne peut faire. Ces mots ont apaisé quelque chose en moi. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il s'agissait d'avoir un terrain sur lequel se tenir. Et je l'avais. Je l'avais acheté, payé et défendu. Quelques jours plus tard, j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai utilisé une petite fraction de l'argent du loyer que j'avais économisé au fil des mois et j'ai réservé un long week-end dans un chalet à la montagne, seul. J'ai passé 3 jours à faire de la randonnée, à lire et à m'asseoir près d'un feu, n'écoutant que le vent et mes propres pensées. Je n'ai pas pensé à eux une seule fois. J'ai pensé au printemps, à peut-être adopter un chien, à une promotion pour laquelle j'étais en lice au travail. Je construisais un avenir, je ne me remettais pas d'un passé. À mon retour, il y avait une autre lettre de ma mère. Plus courte cette fois. Cléo, Richard a une date de procès le mois prochain. Un accord de plaidoyer est probable. Nous déménageons dans un complexe d'appartements pour personnes âgées subventionnées qui autorise les résidents plus jeunes en tant que soignants. Bianca et moi partagerons un appartement d'une chambre. C'est petit, mais c'est propre et sûr. J'ai trouvé un travail à temps partiel à la bibliothèque. Ça fait du bien de gagner ma vie à nouveau. J'espère que tu vas bien. L'offre de café tient toujours, sans attente. Linda. Elle l'a signé. Linda, pas maman. C'était l'abandon d'un titre qu'elle sentait avoir perdu. C'était triste, mais c'était aussi respectueux. J'ai classé cette lettre avec la première. Les saisons ont commencé à tourner. L'emprise de l'hiver s'est relâchée. Un samedi ensoleillé au début du mois de mars, je plantais le jasmin d'hiver près de mes marches d'entrée quand une voiture est passée lentement. C'était une berline modeste et sensée. Sur le siège passager, j'ai vu ma mère. Elle m'a vu. Nos regards se sont croisés une seconde à distance. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle n'a pas souri. Elle a juste fait un petit signe de tête presque imperceptible. Puis la voiture a continué. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une reconnaissance. J'existais à nouveau dans son monde, non pas comme un problème à gérer, mais comme une personne vivant une vie séparée. C'était, ai-je réalisé, l'interaction la plus saine que nous ayons eue en 20 ans. Je suis retourné à ma plantation, la terre fraîche sous mes doigts, le soleil dans mon dos. Les conséquences n'étaient pas une fin nette. C'était une réalité désordonnée et continue, mais la tempête était passée. L'air était clair. Et pour la première fois de ma vie, le chemin à parcourir était le mien seul, et il était plein de lumière. Le printemps est arrivé en force, peignant mon monde de verre et de fleurs. Le jasmin près des marches a prospéré, et j'ai construit ce patio de jardin, une petite oasis de briques et de fleurs qui était entièrement ma vision. J'ai eu la promotion au travail. J'ai adopté un chien, un bâtard de refuge hirsute et joyeux nommé Barnaby qui me suivait partout. Sa queue, un métronome de joie simple. La maison n'était plus seulement une forteresse. C'était un foyer vivant des sons de ma vie. Musique, le clic de mon clavier, les soupirs contents de Barnaby. Un soir de mai, j'ai organisé mon premier vrai dîner. Pas pour Noël, pas pour la frime, mais pour célébrer. Léa était là, et monsieur Ayris et sa femme, et quelques amis du travail. Nous avons fait un barbecue dans le jardin, le nouveau patio scintillant de guirlandes lumineuses. Les rires remplissaient l'air, réels et non forcés. Alors que nous passions à l'intérieur pour manger, une petite chose merveilleuse s'est produite. Il y a eu une légère et tacite bousculade pour savoir qui s'assiérait où, non pas par tension, mais par désir d'être à côté de quelqu'un pour une bonne conversation. Les gens se sont installés naturellement. Je me suis retrouvé au bout de la table dans cette même chaise, mais c'était complètement différent. Personne ne m'avait donné cette place. Je l'avais tirée pour moi-même et mes amis s'étaient rassemblés pour partager l'espace. En regardant le long de la table les visages brillants à la lueur des bougies, j'ai eu une réalisation d'une clarté cristalline. La famille n'est pas un titre avec lequel on est ou une place que quelqu'un d'autre attribue. Ce sont les gens qui sont là pour vous, qui respectent vos limites,
qui célèbre votre force au lieu d'exploiter votre gentillesse. Ceux-ci, autour de ma table, étaient ma famille, choisie, méritée, réelle. Le fantôme de Noël dernier avait disparu. Le souvenir de la chute, de la poussée, des 69 appels. Tout s'était estompé en arrière-plan. Un chapitre sombre dans une histoire qui était maintenant brillamment éclairée. Le sort de Richard était de notoriété publique. Il avait accepté l'accord de plaidoyer pour fraude, avait reçu une probation et avait été contraint de suivre des conseils financiers. Il était une histoire édifiante dans une autre ville. Ma mère, Linda, et moi nous étions rencontrés pour ce café. C'était gênant, silencieux, mais pas méchant. Nous étions deux adultes reconnaissant une histoire douloureuse partagée sans exigence pour l'avenir. C'était un début, peut-être, ou peut-être juste une fin bien faite. Bianca, j'ai entendu dire par la bande, avait quitté l'appartement subventionné et emménagé avec un petit ami. Elle cherchait encore sa voie, mais ce n'était plus mon chemin de m'en inquiéter. En passant le bol de salade à Léa, j'ai pensé à vous tous qui regardez ceci. Peut-être êtes-vous dans une situation similaire. Vous sentant invisible dans votre propre famille. On vous dit que vous êtes trop ou pas assez. On vous pousse à céder votre place, littéralement ou métaphoriquement, pour le confort de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous commencez tout juste à sentir ce nœud de ressentiment dans votre estomac. Celui qui murmure, ce n'est pas juste. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. Bien que je ne mentirais pas, il y avait une profonde satisfaction à tenir bon. C'est une histoire de souveraineté. C'est une histoire sur la compréhension que vous ne pouvez pas vous immoler par le feu pour tenir les autres au chaud, surtout quand ils ont leurs propres allumettes. C'est une histoire sur le pouvoir profond de deux petites lettres, NO. Et c'est une histoire sur le pouvoir encore plus profond de construire une vie si pleine de votre propre création qu'il n'y a tout simplement pas de place pour leur drame. Vous n'avez pas besoin d'être poussé par terre pour mériter une place à votre propre table. Vous la méritez simplement parce que vous existez. Et si les gens qui sont censés vous aimer ne peuvent pas le voir, alors vous construisez une nouvelle table. Vous invitez de nouvelles personnes. Vous créez une nouvelle définition de la famille. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits de terreur, des jours de doute, des moments où la culpabilité menaçait de m'engloutir. Mais de l'autre côté de ce travail dur et nécessaire, il y avait une paix que je n'aurais jamais cru possible. Une maison calme, un chien fidèle, des amis qui se présentent avec du vin et de la solidarité, une carrière que j'ai méritée, une maison qui est vraiment, complètement la mienne. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez vu un morceau de votre propre lutte dans la mienne, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes plus fort qu'il ne le pense. Vous avez le droit à votre propre vie, votre propre espace, votre propre paix. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Et la survie, mes amis, est le premier pas vers l'épanouissement. Je suis Cléo Marche. C'était mon histoire de retour à moi-même. Si vous y avez trouvé de la force, appuyez sur le bouton « J'aime ». Si vous avez votre propre histoire de fixation de limites et de découverte de la liberté, j'adorerais l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et soutenons-nous les uns les autres. Et si vous voulez voir plus d'histoires réelles sur la résilience, la trahison et le triomphe, assurez-vous de vous abonner et de partager ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui. N'oubliez pas, la place la plus importante à table est celle que vous construisez pour vous-même. Maintenant, allez la construire. Merci d'avoir regardé.